Je vous propose de reprendre le fil de cette journée scientifique. Alors, je vous rappelle que c'est un événement augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire, événement augmenté? Ça veut dire qu'il est durable. Et oui, il est durable grâce à tous les replays. C'est filmé, c'est capté, c'est diffusé chez vous, derrière votre écran. Vous pourrez retrouver tous ces contenus d'ici quelques jours sur le site de Météo Climat. Vous pourrez retrouver également je mets ma main là comme ça, pratiquement à couper, au moins une vingtaine d'interviews, des intervenants, mais pas que. Des courts moments, des courtes séquences que vous pourrez partager allègrement, parce que c'est à chaque fois une prouesse quand même en 2-3 minutes de résumer quelque chose de complexe, on le sait bien. C'est un événement augmenté parce qu'il est inclusif, parce que il vous inclut, il nous inclut tous, avec nos questions, avec nos regards, avec nos points de vue, nos témoignages aussi. Je vous rappelle, vous dans la salle ici à l'Hôtel de l'Industrie, que nous remercions pour leur accueil, vous avez des panneaux avec un QR code. Vous avez été très nombreux ce matin et vous allez continuer à l'être cet après-midi, à le flasher pour vous rendre sur le site, pour poser des questions, pour rebondir donc sur les conversations qu'on va avoir. Et conversation qu'on va ouvrir également avec nos amis à distance. Vous qui êtes chez vous, ou bon vous semble d'ailleurs, vous pouvez aussi poser vos questions à côté de là où vous nous voyez. Je ne sais pas si c'est très clair, mais a priori, si vous êtes en ligne, c'est assez simple. D'ailleurs, je refais le même petit jeu que tout à l'heure. Dites-nous d'où vous nous regardez. C'est toujours sympa de voir que vous êtes de partout. C'est assez magique. Je vous rappelle donc que le petit concentré de métaux rares que vous avez dans la poche, il doit vous aider, parce que l'événement augmenté, ça veut dire qu'il se co-construit avec vous, avec votre participation. Le hashtag JS 2022, votre super pouvoir, c'est de le faire rayonner, de hisser un petit peu d'intelligence, de contenu, de savoir, de connaissances sur un réseau qui, semble-t-il, en manque cruellement, ou en tout cas de plus en plus. Donc tous ensemble, mettons le hashtag JS 2022 tout en haut. Cet après-midi, on va mettre le cap sur un sujet clé, l'adaptation à un climat qui change. Et alors, si je devais lui couper l'herbe sous le pied en une phrase, je pourrais dire la biodiversité n'est pas là que pour compenser les gaz à effet de serre. Elle a une vraie utilité qu'il convient de souligner. Mais ce n'est pas mon intention de lui couper l'herbe sous le pied. Il me paraît très important de l'écouter et de prendre des notes. Merci d'accueillir Wolfgang Kramer, directeur de recherche au CNRS à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Ça marche. Merci pour l'invitation. Est-ce qu'ils vont arriver? Oui, donc. Le micro marche. Alors il faudrait peut-être le relever parce que vous êtes décidément très grand. Voilà, n'hésitez pas à le lever très haut. Ça va? Ça va ou pas? Vous m'entendez? Et le message est envoyé pour qu'on monte un petit peu le micro. Ok. Et donc merci pour l'invitation et de me demander à parler après la pause midi, pendant vous tous calmement digérer cette excellente catering que nous avons eu. Donc l'adaptation pour le GIEC a toujours été un sujet central pour le groupe de travail 2, mais je me rappelle bien que le cadrage de ce 6e rapport, elle a pris une décision très très différente par rapport au rapport antérieur. Et c'était l'idée d'intégrer le thème de l'adaptation dans tous les chapitres. Avant, on avait des chapitres sur les risques et les vulnérabilités, et après une section l'adaptation que, de mon expérience, pas beaucoup de monde lisait à l'époque, et après des chapitres régionaux. Et maintenant, c'est intégré, je trouve que c'est une très bonne chose, et ça fait beaucoup plus intéressant et lisible à interpréter. Donc après, il faut que... Oui, voilà. Donc l'adaptation. Pourquoi ça marche dans le mauvais sens, pardon. Comme ça. Non. C'est le mauvaise flèche? C'est la flèche à droite? Excusez-moi. On apprend en le faisant. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc, et je veux vous rappeler quand même d'un texte très très ancien de la Convention cadre de la Convention pour le climat,
parce qu'elle nous éclaire sur un point important de l'adaptation auquel je vais revenir plusieurs fois dans cette présentation. Donc évidemment, la question de convention cadre, c'est qu'est-ce que c'est le Dangerous Climate Change, quelle est la définition. Et il faut peut-être aussi rappeler que dans cette convention, nulle part on parle de 1,5 ou une autre température. On essaie de donner une définition de ce qui est le changement climatique dangereux. Et elle est en jaune ici. Et la première partie, la toute première indication de ce qui est dangereux ou pas, c'est effectivement l'adaptation des écosystèmes. Et la capacité ou pas des écosystèmes à s'adapter à ce changement. Et aussi, le deuxième critère, la production alimentaire, doit pas être mise en risque. Donc là aussi, si on s'intéresse à l'adaptation, on s'intéresse directement à notre capacité de remplir les objectifs de cette convention cadre. Ça illustre aussi que pour des écologues comme moi, la discussion de l'adaptation a un peu une double face, quoi, parce qu'il y a l'adaptation naturelle des écosystèmes et des espèces et des organismes qui se passe tout le temps, qui est quelque chose tout à fait naturel, et c'est l'adaptation évidemment des sociétés, de nos structures, de nos réseaux au changement climatique, sont des mécanismes assez différents qui tous les deux portent le même nom. Et si on se promène dans le milieu des experts sur la biodiversité et les écosystèmes, parfois ça peut amener à des confusions. Mais fondamentalement, évidemment, il s'agit de la même question. Est-ce qu'on peut supporter et tolérer un certain degré, une certaine rapidité des changements climatiques ou des autres changements et toujours garder son identité, sa structure, son fonctionnement? Le groupe 1 du GIEC nous a fait un super travail de préparation dans ce 6e rapport en nous donnant des cartes, beaucoup de cartes d'ailleurs, sur les changements climatiques observés, mais surtout d'une façon et avec des indicateurs qui sont directement liés aux enjeux de l'adaptation. Comme par exemple ici, pas seulement les températures, mais la question est-ce que les températures extrêmes, qui sont typiquement un élément particulièrement difficile pour tous les systèmes à s'adapter. Est-ce qu'ils ont augmenté ou pas historiquement? Et ce n'est pas une surprise pour vous, cette carte le montre, que quasi partout dans le monde, ces températures extrêmes sont augmentées. Et de la même façon, d'autres cartes, je ne montre pas tous, mais sur les sécheresses, c'est effectivement également une situation extrême pour les écosystèmes, mais aussi pour notre système de fourniture d'eau et tout ça, le secteur agricole à laquelle il faut s'adapter. Ce que je souligne souvent quand je montre cette carte, c'est qu'il n'y a que deux hexagones sur cette carte où historiquement les sécheresses ont augmenté d'une façon significative avec une contribution élevée de l'activité humaine, c'est le nord-ouest des États-Unis et le bassin méditerranéen. C'est un peu comme je suis dans le Méditerranéen et comme je n'ai pas la possibilité de parler beaucoup plus, je souligne souvent ça. Il est clair que les risques, avant qu'on parle d'adaptation, les risques sont multiples et ils sont croissants. Ce sont des risques du stress thermique, ce sont des risques de pénurie d'eau, ce sont des risques de la sécurité alimentaire évoqués directement par la Convention cadre, et aussi des risques d'inondation. Très bien illustré, ce sont des slides standards du GIEC, vous le comprenez bien. Et ce qui est nouveau dans ce 6e rapport, ou plus élaboré que c'était le cas avant, c'est qu'effectivement les risques sont liés entre eux. Une augmentation d'un risque peut impliquer le renforcement d'autres risques et le net résultat par rapport à la vulnérabilité face au changement climatique, elle dépend non seulement des risques mêmes ou des forçages, des événements extrêmes et d'autres facteurs, mais aussi de l'interaction entre ces différents risques. Et ça nous indique déjà ce qui va être un peu la conclusion, que pour s'adapter, il faut avoir une structure résiliente. Plus qu'on est résilient, plus qu'on a des interactions dans les différents fonctionnements de notre société ou de l'écosystème, mieux va-t-on tolérer cette augmentation des risques.
Et ce qui est clair aussi, on a toujours le slogan qu'il faut toujours répéter, à mon avis, que chaque dixième de degré compte. Et ça, c'est le cas aussi pour le risque. Chaque incrément supplémentaire du réchauffement entraînera une augmentation des risques. Mais les risques dus au changement climatique, ils interviennent pas en isolation de tous les autres changements de notre société. Et ce qui est clair, que c'est l'utilisation non soutenable de ressources naturelles, la destruction des habitats, l'urbanisation croissante et les inégalités, tout ça, réduit notre capacité à nous adapter. Donc les enjeux du développement durable se manifestent déjà et s'adapter, ce n'est pas juste une question d'investir dans un nouveau appareil ou un meilleur vitrage, c'est en fait à traiter des enjeux du développement durable dans leur totalité. Le GIEC avait fait une tentative d'estimer le nombre de personnes sur la planète qui sont dans un risque immédiat et donc face au changement climatique et donc qui ont besoin d'un soutien à l'adaptation renforcée. On a produit cette carte, ou ils ont produit cette carte qui montre pays par pays, par les couleurs, la partie de la population qui est en risque particulier face au changement climatique. Il y a plein de points bleus qui sont importants, mais je ne vais les pas présenter un par un, qui montrent en réalité qu'il y a des inégalités et des groupes spécifiques dans tous ces pays-là qui sont plus à risque que d'autres. Et ça, c'est très important et c'était ça le grand débat qui a amené que cette carte, finalement, n'a pas pu être publiée dans le résumé pour les décideurs, mais il est toujours dans le technical summary, qu'une cartographie globale des risques et des populations exposées aux risques est très difficile parce que dans tous les pays, il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres et qui ont plus besoin d'adaptation que d'autres. Mais quand même, le chiffre qui sort, c'est qu'environ 3,5 milliards de personnes vivent dans les zones à forte vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Et je réalise de plus en plus que j'utilise ce slide, que c'est compris que ce sont surtout des sécheresses et la pauvreté qui amènent à ce chiffre, mais en fait, c'est pas que ça. Il y a aussi, bien sûr, déjà évoqué par plusieurs intervenants ce matin, les risques dans les zones côtières et qui s'aggravent. Évidemment, on est sur 4 mm par an de hausse du niveau de la mer à l'heure actuelle, et on a cette grande incertitude face à la déglaciation de l'Antarctique qui peut potentiellement, on ne sait pas trop, mais qui peut potentiellement accélérer cette hausse du niveau de la mer d'une façon significative. C'est cette petite ligne, vous voyez là, avec une basse probabilité mais un fort impact, et surtout la partie droite de ce diagramme qui nous montre qu'en 2300, qui semble peut-être lointaine d'aujourd'hui, mais pour moi c'est pas si lointaine vu que nous sommes très fiers de notre histoire du XVIe et XVIIe siècle, donc nous sommes totalement habitués de penser au siècle quand nous regardons au passé, pourquoi pas à l'avenir. Là, le GIEC pour la première fois a exprimé que 15 mètres au niveau de la mer en 2300 ne sont pas exclus. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais ne sont pas exclus. Et bien sûr, un chiffre comme ça a un impact direct sur le nombre de personnes et de livelihoods de ces personnes qui sont touchées par le changement climatique. Il est important, au moment de la COP15, de dire quelques mots sur la biodiversité. Le chapitre dans le rapport du GIEC sur la biodiversité et les écosystèmes est très très riche et pas du tout bien représenté par cette simple illustration ici qui montre qu'avec une température qui augmente sur les continents, la biodiversité est effectivement de plus en plus au risque. Et c'est difficile à donner des chiffres simples pour ça, mais je crois qu'il y a une reconnaissance partout dans la société et aussi chez les politiques que ces risques sont énormes et ils sont croissants, et avec des températures qui montent, effectivement le rôle du changement climatique
pour la perte de la biodiversité va augmenter en importance. Donc l'adaptation biologique, elle rentre dans le questionnement de plus en plus. Seulement qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails là. Ce qui nous intéresse surtout au niveau du GIEC, c'est... Oups. Ah oui, c'est juste, oui. C'est qu'il y a une double façon de regarder les écosystèmes. Une façon, c'est regarder ce qui est illustré ici, des services fournis par les écosystèmes pour nous, pour notre fonctionnement, pour la qualité d'air, pour le tourisme, pour l'alimentation. Et il y a aussi la valeur intrinsèque de la biodiversité en elle-même. Et c'est quelque chose qui est beaucoup en discussion au moment des présentations de l'IPBES, donc de la plateforme globale pour la biodiversité des écosystèmes, des services écosystémiques, il n'y a pas seulement le regard utilitariste sur la biodiversité, mais c'est aussi la valeur intrinsèque, qui implique évidemment des potentielles utilités pour l'homme plus tard, on ne le sait pas, qui est prise en compte. Néanmoins, pour les scénarios de la stabilisation, et je crois que Yamina a fait référence et d'autres aussi, il y a un débat important sur les solutions fondées sur la nature. Ce qui était intéressant, peut-être frustrant aussi, c'est le débat sur les termes même. Il y a certains pays qui ne souhaitent pas accepter l'utilisation de mots solutions fondées sur la nature, et ça a donné des grosses discussions au moment de l'approbation du rapport du GIEC, mais il est resté finalement, pour nous c'est complètement évident parce que c'est un terme établi dans la littérature scientifique. Il y a des définitions non seulement des NGO mais aussi de la science. Donc finalement, si on regarde l'adaptabilité de nos écosystèmes et notre société au changement climatique, effectivement, il faut compter sur les solutions basées sur la nature, sur les écosystèmes. Et cela, c'est une analyse des National Determined Contributions des pays africains. Et en fait, ils ont trouvé que 36 des mesures d'adaptation proposées dans ces pays sont effectivement d'une grande partie dépendantes du fonctionnement des écosystèmes. En fait, ils comptabilisent d'une façon réelle la capacité des écosystèmes à contribuer à la stabilisation du climat, souvent par les moyens de stockage de carbone dans les sols ou dans les écosystèmes protégés, mais aussi dans d'autres contextes. Il y a trois grands sujets de l'adaptation qu'on met toujours dans nos présentations parce que ce sont un peu des messages positifs. Ce sont des domaines dans lesquels on voit qu'il y a beaucoup de moyens d'adaptation qui sont déployés, qui fonctionnent, en fait, qui fonctionnent même historiquement, parce que c'est pas très étonnant que les sociétés ont toujours optimisé la façon de gérer l'eau, hein, sinon on n'aurait pas pu vivre dans beaucoup des régions du monde. Et ça veut dire aussi qu'il y a un certain niveau d'innovation qui est en permanence sur place pour encore mieux gérer l'eau. Donc, je le mentionne juste comme mot-clé dans cette présentation, mais c'est vous allez trouver, si vous ouvrez le rapport, c'est un des grands thèmes sur lesquels vous trouvez énormément de richesses, des exemples de l'adaptation qui fonctionne et qui peut sécuriser l'alimentation et le bien-être des populations jusqu'à un certain point, malgré le changement climatique. Le deuxième sujet, c'est lié, hein, c'est la sécurité alimentaire. Et là, je fais souvent un discours qui est encore plus simple. Il y a une façon de gérer notre système agricole actuellement, qui est souvent basé sur la production en masse de certains aliments sur les grandes surfaces et associé avec la grande production en masse des animaux. Mais il y a d'autres façons possibles, même à la grande échelle. Le mot-clé, c'est l'agroécologie,
qui nous amène vers un grand nombre des avantages, surtout un meilleur stockage du carbone dans les sols, dans ces agroécosystèmes, mais aussi d'une baisse énorme de consommation d'énergie et qui donc à la fois contribue à la résilience du secteur agricole et à la baisse des émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'agriculture. Et le troisième sujet est à Paris, pour moi qui habite en Provence ou qui habite à côté de Marseille, c'est toujours ici que je suis très content de voir une ville qui sait ce que ça veut dire se transformer. À Marseille, on est tout au début de ce développement, mais il y a des initiatives aussi. Pour le GIEC, la transformation des villes, c'est le troisième grand volet par lequel on peut vraiment augmenter l'adaptation, la capacité, la résilience, en fait baisser la vulnérabilité des populations face au changement climatique par des espaces verts, par plein de moyens que les Parisiens connaissent bien au niveau des transports et d'autres. Néanmoins, malgré ces trois éléments positifs, il faut parler des limites de l'adaptation. C'est clair qu'une adaptation efficace ne peut pas empêcher toutes les pertes et les dommages. Et au-delà, une estimation sommaire du GIEC est au-delà de 1,5 degré de réchauffement. Certaines solutions fondées sur la nature pourraient ne plus fonctionner. Et au-delà de 1,5, par exemple, le manque d'eau douce pourrait signifier les habitants des petites îles, et ceux dépendant de l'eau de fonte de neige, où les glaciers ne pourront plus s'adapter. Donc il y a des limites dures, comme nous les appelons. Et c'est une conclusion, et c'est à partir de 2 degrés, il sera difficile de cultiver plusieurs cultures vivrières dans de nombreuses zones actuelles de culture. Une illustration, en fait nombreuses illustrations de Gonnery Le Cosanet qui est là, que j'ai volé, qui montre qu'en Europe, par exemple, même en Europe, si on se considère riche et avec des forts moyens financiers de l'adaptation, il est clair que dans plusieurs secteurs, même si on se limite à un réchauffement global, pas européen, mais global de 1,5, on rentre dans la zone rouge pour certains risques. Donc, il faut accélérer l'adaptation, ça c'est clair, et il y a des multiples possibilités là-dessus, et je crois un autre grand progrès de ce 6e rapport du groupe 2 par rapport au rapport antérieur, c'est qu'on est beaucoup plus explicite sur certains éléments de l'adaptation que c'était le cas avant. Une chose qui est claire et qui était la question clé à la COP27 de Sharm el-Sheikh, c'est les contraintes financières. Il y a absolument insuffisant flux financier à l'échelle mondiale pour l'adaptation, et la plupart des financements climat ciblent la réduction des émissions plutôt que l'adaptation. C'est une bonne chose, bien sûr, mais il faut bien sûr, pour baisser la vulnérabilité des populations, renforcer l'investissement ou le financement de l'adaptation. Et c'est clair, peut-être inutile à le dire, c'est pas une question d'aide, c'est pas une question d'aider les pays du Sud, c'est une question à les compenser pour les dommages provoqués par nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous voulez trouver des informations très spécifiques sur l'adaptation et leur efficacité, vous pouvez considérer le rapport du GIEC comme une encyclopédie quasiment. Vous allez trouver des tableaux comme ceci, que je ne discute pas en détail, mais qui vous montrent à la fois qu'il y a une grande richesse des options d'adaptation. Certaines peuvent être renforcées, mais l'efficacité et faisabilité peuvent être mises en question pour certaines et moins pour d'autres. Et on peut aussi montrer que beaucoup des options d'adaptation ont des co-bénéfices substantiels. Il y a à la fin, je vais revenir à ça, pour les objectifs du développement durable qui font ces colonnes à droite de cette illustration. Quels sont les obstacles à l'adaptation? Ça, c'est
une discussion qui est dans le chapitre de l'Europe. Je soupçonne que Gonery l'a écrit, mais elle s'applique aussi plus généralement. Il y a un sentiment d'urgence qui est parfois faible, toujours, malgré toutes nos interventions. Des citoyens sont parfois pas suffisamment impliqués dans les projets de l'adaptation. Il y a certainement un manque de volonté politique, malgré tout. On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Et les ressources financières et humaines sont limitées. Donc, ça nous amène vers la deuxième partie plus courte, bien plus courte de cette présentation, le développement résilient vis-à-vis du climat. C'est un terme qui est un peu nouveau dans ce 6e rapport et qui, moi, je voyais au début avec un certain scepticisme. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais je crois de plus en plus, si on lit ce qui est écrit dans le rapport, on réalise que nos collègues qui l'ont inventé sont vraiment bien réfléchis. Bien sûr, il faut réduire des risques du changement climatique par l'adaptation. Il faut aussi faire l'atténuation. Il faut limiter les pertes de biodiversité. Et donc, il faut parler des objectifs de développement durable. Si on ne l'aime pas ou si on les aime, il y a une discussion, surtout dans les sciences humaines et sociales, sur ce terme. Je ne rentre pas du tout dedans. À mon avis, il faut défendre les objectifs de développement durable parce que c'est au moins une liste des objectifs et des cibles quantifiables sur lesquelles on peut discuter. Et ce n'est pas nouveau, vous le savez tous, de quelque sorte, c'est basé sur des idées qui sont là bien plus longtemps que le GIEC, mais qui étaient dans un autre comité, dans la communauté des chercheurs et des activistes sur le développement. Donc, le moment maintenant, c'est aussi de fusionner ces deux courants de pensée et d'action politique d'une façon plus systémique. Et le GIEC l'a fait par ce diagramme ici, en insistant qu'il y a un triangle, en fait, ici c'est un cercle, mais il y a 3 points. Il y a le changement climatique en haut, il y a la société humaine, il y a les écosystèmes avec leurs valeurs intrinsèques. Et si on veut une stabilisation dans l'esprit de la Convention cadre pour le climat, il faut donc faire ce développement résilient face au changement climatique. Et ça veut dire une transition des systèmes humains, une transition des écosystèmes, parce qu'on ne va pas les mettre dans un congélateur et bloquer là où est-ce qu'ils ont. Et effectivement, il faut traiter les changements climatiques. Donc, from urgent to timely action, c'est un peu ça le message. Et franchement, si on parle de la biodiversité, j'aime bien montrer cet très ancien diagramme, je crois qu'il a presque 20 ans maintenant. C'est que si on regarde pour l'Inde, la partie du BIP qui dépend des services écosystémiques, on a environ 7% pour la totalité du pays. Mais si on regarde la population, les 10% les plus pauvres, il y a 57%. Effectivement, il y a une question comment quantifier ça. Mais donc la question sociale, elle est intégrée dans le développement résilient vis-à-vis du climat. Et il y a un cadre de solutions proposé par les collègues du GIEC qui implique la prise en compte de l'ensemble des acteurs, le gouvernement, la société civile. Ce n'est pas juste quelque chose qui se décide à un niveau, une implication de tous, des partenariats. Effectivement, toutes les connaissances doivent être impliquées. Actuellement, on discute beaucoup sur les technologies, sur la voiture électrique, mais en réalité, si on veut être réellement résilient face au changement climatique, il faut prendre en compte non seulement les scientifiques, mais aussi des savoirs pratiques, locaux, autochtones et tout ça. Il faut conserver et restaurer les écosystèmes, c'est déjà dit. Et finalement, pour appliquer les connaissances, il faut impliquer tous les groupes, et aussi les groupes marginalisés. Il faut mettre en priorité l'équité et la justice climatique. Et il faut concilier les intérêts, valeurs et visions du monde différents. Et franchement, ça c'est un sujet où la plateforme pour la biodiversité et services écosystémiques, IPBES, est bien plus avancée que le GIEC. Et c'est une des raisons pourquoi c'est très intéressant que les deux plateformes se rapprochent actuellement et ont plus en plus ces discussions ensemble.
Donc pour l'Europe, là encore, ou pour la France, dans ce cas, on peut maintenant faire des estimations pour chacun des objectifs de développement durable, de quelle façon l'adaptation peut augmenter, améliorer la situation de crise. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a plein de questionnements méthodologiques, je ne le nie pas, mais je trouve que c'est ce genre de questions qui méritent à être posées à toutes les échelles. Finalement, un constat aussi, c'est la fenêtre d'opportunité pour limiter les changements climatiques et baisser la vulnérabilité et s'adapter. Il ne restera pas ouverte indéfiniment. Ça, c'est un dessin assez schématisé, mais il veut montrer que on est souvent à des points de décision, par exemple le secteur énergétique, le secteur du transport, d'autres secteurs, où on prend parfois des décisions qui nous amènent ou pas sur une trajectoire vers le rouge ou vers le vert sur ce diagramme. Et on dispose de plus en plus de méthodes pour estimer quelle est la réalité de cette décision. Mais on n'applique pas encore cette gamme de méthodes. Donc, pour conclure, construire un développement résilient face au changement climatique, c'est déjà un défi au niveau actuel, le réchauffement, même si le réchauffement n'existerait pas. Mais les perspectives sont encore plus limitées si le réchauffement dépasse 1,5 degré et pourrait ne plus rester possible pour certains secteurs et pour une grande partie des populations si le réchauffement dépasse les 2 degrés. Et finalement, comme je le dis peut-être de différentes façons déjà, même s'il n'y aura aucun changement climatique, la plupart des actions de développement suivant toute la gamme des propositions que j'ai évoquées, il sera bien pour la société humaine et pour le développement de toute façon. Donc, pourquoi pas se lancer. Merci. C'est un bon pari. Merci beaucoup, Wolfgang Kramer.